Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Guidée par sa grâce. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mathieu Lavagna, apologète catholique et auteur du livre La raison est pro-vie. Mathieu, bonjour. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es? Bonjour Morgane, merci pour ton invitation. Alors, moi, je m'appelle Mathieu, du coup, et je travaille dans l'apologétique catholique. Donc, l'apologétique, qu'est-ce que c'est? C'est la discipline qui est consacrée à la défense rationnelle, intellectuelle de la foi. Comment est-ce qu'on défend positivement la foi chrétienne et quels arguments on peut apporter à ceux qui pourraient s'opposer à la foi et comment est-ce qu'on répond à leurs objections. C'est un petit peu ça la discipline de l'apologétique. Et j'ai commencé à m'y intéresser il y a maintenant 5 6 ans. J'ai écrit plusieurs livres sur le sujet et je me suis aussi intéressé aux questions bioéthiques, donc avortement, euthanasie, PMA, GPA, etc. Et d'ailleurs, mon dernier livre s'intitule La raison est pro-vie, un argument non religieux pour un débat des passionnés. Alors la thèse dans ce livre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être chrétien, d'être religieux pour s'opposer à l'avortement, qu'il y a aussi de bons arguments fondés sur la raison, la science et sur la philosophie pour s'opposer à l'avortement. Et donc, c'est pour ça que je te remercie de m'inviter sur cette vidéo pour pouvoir en parler à nos auditeurs. Oui, mais merci à toi d'être ici. Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder ce sujet-là, un sujet aussi délicat qu'important, l'avortement. Et tu vas répondre à toutes les objections courantes contre l'interdiction de l'avortement. Est-ce que tu es prêt? C'est Oui. parti. La vie ne commence pas à la conception, mais à partir du moment où le bébé peut survivre en dehors de sa mère. Alors ça, c'est faux biologiquement. Quand on regarde ce que nous disent les manuels de science, donc les manuels d'embryologie, eh bien, on constate qu'il y a un consensus unanime sur le fait que la vie humaine commence d'exister au moment de la conception. C'est-à-dire qu'à partir de la conception, un organisme humain génétiquement distinct est créé dans le ventre de la mère et il continuera à se développer jusqu'à l'âge adulte sans aucune interruption. D'ailleurs, dans le livre, je cite plusieurs manuels d'embryologie qui nous disent que ce point de la conception est un repère critique, justement. Donc, le manuel Embryologie humaine et tératologie nous dit, par exemple, citation, bien que la vie soit un processus continu, la fécondation est un point de repère critique, car dans des circonstances ordinaires, un nouvel organisme humain génétiquement distinct se forme. On a aussi le manuel L'être humain en développement, embryologie orientée vers la clinique, qui nous dit, citation, un zygote est le début d'un nouvel être humain. Le développement humain commence à la fécondation, le processus au cours duquel un gamète ou un spermatozoïde mâle s'unit à un gamète ou un ovocyte femelle pour former une seule cellule appelée zygote. Cette cellule totipotente hautement spécialisée marque le début de chacun de nous en tant qu'individu unique. Donc qu'est-ce que vous disent les manuels d'embryologie? Que nous tous, on a commencé d'exister au moment de notre conception. Je suis moi, Mathieu Lavagna, le même organisme qui a commencé d'exister dans le ventre de ma mère au moment de la conception. Et donc, c'est pour ça que voilà, ce consensus scientifique est tellement écrasant que même les philosophes qui cherchent à défendre l'avortement au niveau académique reconnaissent que l'embryon est un être humain. Par exemple, David Boonin, que je cite dans le livre, qui a écrit un livre pour défendre l'avortement, qui s'appelle A Defense of Abortion, ben lui, il reconnaît les faits biologiques. Et il nous dit, un fœtus humain est simplement un être humain à un stade très précoce de son développement. Voilà. Et on pourrait citer aussi le philosophe Peter Singer, qui est un philosophe pro-choix mondialement connu, qui a, lui, au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître que l'embryon est un être humain dès le début. Et il nous dit qu'un être soit membre d'une espèce donnée est quelque chose qui peut être déterminé scientifiquement par un examen de la nature des chromosomes dans les cellules des organismes vivants. En ce sens, il ne fait aucun doute que dès les premiers instants de son existence, un embryon conçu à partir de spermatozoïdes et d'ovules humains est un être humain. Vous voyez, ça c'est Peter Singer, philosophe pro-avortement, qui vous le dit. Il parle pas d'une vie humaine potentielle. Biologiquement parlant, l'avortement n'a rien à voir avec le fait de tuer une vie humaine potentielle, parce que chaque avortement, à chaque moment de la grossesse, met fin à la vie d'un être humain. Ça, c'est un fait vraiment avéré par la science et tous les manuels d'embryologie le montrent. Juste une petite parenthèse pour vous dire que si vous êtes une femme qui a dû avorter, je ne suis pas là pour vous juger.
Je n'ai jamais eu à faire face à cette décision. J'ai grandi athée et avant j'étais pour l'avortement sans vraiment y avoir réfléchi. Et je ne sais pas quelle décision j'aurais prise si j'y avais été confrontée. Je ne veux pas que vous vous sentiez jugé par ma vidéo, mais je veux que vous sachiez que Dieu et les chrétiens sont là pour vous aider si vous avez du mal à vivre avec ce que vous avez fait ou si vous êtes confronté à cette décision maintenant. Sur le site d'Alliance Vita, vous trouverez plusieurs services d'écoute qui pourraient peut-être vous aider et vous pouvez aussi m'envoyer un email à guidéparsagrâce@gmail.com. Si quelqu'un te dit un embryon n'est pas un enfant, c'est un tas de cellules. Alors, je pourrais répondre de manière un peu provocatrice. Bah, moi aussi, je suis un tas de cellules et est-ce que j'ai un droit à la vie? Mhm. C'est un peu imprécis cette expression tas de cellules ou amas de cellules. En fait, quand on regarde ce que disent les manuels d'embryologie sur le concept d'amas de cellules, eh bien, le terme amas de cellules est défini comme un agglomérat de plusieurs cellules sans organisation ni unité. Donc, par exemple, si vous prenez mes cellules de peau, que vous les mettez dans une boîte de pétri, vous allez obtenir un amas de cellules, un tas de cellules sans organisation ni unité. Donc ça, c'est ça un amas de cellules. C'est pas du tout pareil que l'embryon ou le fœtus, qui sont des organismes humains génétiquement distincts. Donc il y a une différence entre un amas de cellules et un organisme. Un organisme, c'est une collection de parties biologiques qui coopèrent ensemble pour maintenir un être vivant complet dans l'existence. C'est pas du tout la même chose qu'un amas de cellules. Si vous donnez à un amas de cellules assez de temps, de nourriture et d'environnement, et un bon environnement, il pourra jamais se développer en un membre mature de l'espèce humaine. Au contraire, si vous donnez un temps un temps suffisant avec assez de nourriture et un environnement adapté à l'embryon, eh ben, il va devenir un adulte naturellement. Donc, il y a une vraie différence ontologique entre l'amas de cellules, qui n'est qu'un tas de cellules indifférenciées, et l'organisme qui est structuré et doué d'une certaine autonomie qui se développe en direction du stade adulte. Donc voilà ce qu'on peut répondre sur l'objection amas de cellules. Et d'ailleurs, les pro-avortements un peu sérieux au niveau académique ne disent Mhm. jamais que l'embryon est un amas de cellules, parce que eux sont renseignés en matière de biologie. Ouais. Et on peut aussi dire qu'un embryon, c'est le nom du stade de développement Oui, d'un être humain, comme un adolescent, c'est un être humain, c'est un stade de développement, et un embryon, c'est aussi un stade de développement. Donc de dire que c'est un tas de cellules, voilà, c'est comme dire un adolescent, c'est un tas de cellules, un adulte, non, c'est un membre de l'espèce humaine qui est en vie, un embryon. c'est ça. En Donc fait, les gens c'est pas. parfois disent, parfois les gens disent c'est pas un bébé, c'est juste un fœtus ou c'est juste un embryon. Mais Mm. quand les gens disent ça, il faut leur demander, mais est-ce que vous connaissez la définition des mots Mm. embryon et fœtus? Est-ce que vous savez que le mot fœtus en latin veut dire porter de petit? Ça, en général, les Mhm. gens ne le savent pas. Et donc, les définitions rigoureuses et biologiques des mots embryon et fœtus. Un embryon, c'est un être humain entre la conception et les 8 premières semaines de grossesse. Et un fœtus, Mhm. c'est un être humain entre 8 semaines de grossesse et la naissance, d'accord? C'est comme ça qu'on catégorise les termes embryon et fœtus. En fait, c'est juste des stades de développement de l'être humain. Donc, c'est pas, on fait embryon, fœtus, nouveau-né, nourrisson, puis après petit enfant, puis après adolescent et adulte. Donc, en fait, c'est juste des Mhm. stades qui décrivent le développement humain, embryon et fœtus. Donc, Mhm. voilà, ce sont des êtres humains. Ouais, ils sont des membres à part entière de l'espèce humaine. Ouais. Absolument. Et si on te dit les femmes devraient avoir le droit de faire ce qu'elles veulent avec leur corps? Alors moi, je suis pour que les femmes aient une certaine liberté de faire des choix pour leur autonomie personnelle, le choix de choisir un mari, de choisir une glace, de choisir l'appartement dans lequel elles vont habiter, tout ça, et c'est des choix qui sont parfaitement légitimes. Mais Mhm. je pense pas qu'on est libre de faire tous les choix possibles. Moi, je suis pas libre de choisir de tuer ma petite fille de 2 ans, de 2 mois. Je suis pas libre de choisir de violer des gens dans la rue. Donc il y a des Mhm. choix que je ne suis pas libre de faire, et c'est Mhm. normal que l'État restreigne ces choix si ces choix sont contraires à la dignité humaine, si ces choix font du mal à des innocents. Et comme l'avortement consiste à tuer directement et volontairement un être humain innocent, c'est ça ce que fait l'avortement, c'est mettre à mort le fœtus ou l'embryon qui est un être humain innocent, on l'a déjà montré, eh bien Mhm. il s'ensuit que l'avortement est un homicide et qu'on ne devrait pas avoir le choix de faire un homicide. Dire j'aimerais que les femmes aient le choix, mais le choix de quoi? De tuer votre bébé? Non, Mhm. on doit pas de la même manière qu'on ne doit pas avoir le choix de tuer un nouveau-né, on ne devrait pas avoir le choix de tuer un être humain quand il est dans le ventre de sa mère, parce que tous les êtres humains ont la même valeur intrinsèque. Oui, c'est comme dire aussi, bah, j'ai le droit de faire ce que je veux dans ma maison. Bah, c'est peut-être vrai jusqu'à un certain degré, mais si je tue quelqu'un qui est dans ma maison, non, j'ai pas le droit de le faire ça. C'est contre la loi et c'est contre la moralité aussi. Donc c'est la même chose. C'est peut-être mon corps, c'est peut-être ma maison, mais il y a des choses qui sont moralement mauvaises, comme le meurtre. Euh, donc, ouais, complètement d'accord avec ça. Quatrième argument, les femmes qui n'ont pas les moyens d'élever un enfant devraient avoir le droit d'avorter.
Alors ça, c'est ceux qui disent, bah oui, mais moi je suis une femme dans des circonstances financières un peu difficiles, j'ai du mal économiquement, je vois pas comment je pourrais assumer un enfant. Et ce que je réponds à ces femmes, c'est, mais il y a plein d'associations qui existent pour vous accueillir, pour prendre soin de vous, pour vous aider à poursuivre cette grossesse imprévue, entre guillemets. Ça existe, ce genre d'association en France. Vous avez SOS Femmes Enceintes, la Maison de Rosalie, vous avez la Maison de Marthe et Marie, et il y a une liste, je crois au moins une dizaine ou une vingtaine d'associations en France qui accueillent ces femmes enceintes avec une grossesse imprévue. Normalement, si vous avez une famille décente, cette famille devrait aussi prendre soin de vous avec cette grossesse imprévue. Je pense que déjà, il faut rassurer la femme qu'il existe des moyens qui sont alternatifs à l'avortement. En tout cas, ce que on devrait pas laisser les femmes tuer leurs bébés, tuer leurs enfants pour des raisons purement économiques. Moi, par exemple, si j'ai pas assez de ressources économiques pour prendre soin de ma fille de 2 mois, est-ce que j'ai le droit de la tuer? Bah non. Ce petit nouveau-né que j'ai dans les bras, j'ai pas le droit de le tuer parce que j'ai pas assez de ressources économiques. D'accord? Si l'enfant dans le ventre de sa mère a autant de valeur que le nouveau-né, que ma petite fille de 2 mois, parce que nous on soutient que tous les êtres humains ont la même valeur, la même dignité, Mhm. et ben de la même manière qu'on tuerait pas un nouveau-né pour des raisons économiques, on ne devrait pas non plus tuer l'être humain prénatal pour des raisons économiques. Et si on te disait l'avortement, c'est de l'ordre du privé. Je dirais que ça dépend ce que on entend l'ordre du privé. Du privé, c'est oui, ça se joue dans le corps de la mère, donc en ce sens-là, c'est dans un domaine privé, mais j'ai pas le droit de faire tout ce que je veux dans le domaine privé. Comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ma maison, c'est mon domaine privé. Dans mon appartement, c'est moi qui l'ai acheté, il est à moi, c'est mon domaine privé, mais j'ai pas le droit de faire tout ce que je veux dedans. J'ai pas le Mhm. droit de torturer des gens dedans, j'ai pas le droit de tuer des gens dedans. Donc juste parce que ça se situe dans un lieu qui m'est privé, ça veut pas dire que j'ai le droit de commettre des homicides. Et si Mhm. l'avortement est un homicide, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de le commettre, même si c'est dans le domaine qui nous touche intimement dans notre privé. Voilà, la seule question qui est importante, c'est est-ce que l'avortement est un homicide? Est-ce que Mhm. l'avortement consiste à tuer délibérément un être humain innocent? Et on montre par la science que c'est le cas. Dès le moment de la conception, l'avortement consiste à tuer un être humain innocent parce que le fœtus et l'embryon sont des êtres humains innocents. La science nous le dit. Et si on te disait, si l'avortement n'était pas légal, les femmes devraient alors recourir à des méthodes dangereuses et risquer leur vie. Oui, alors ça c'est un argument qui revient souvent, c'est le fameux argument de Simone Veil pour justifier la dépénalisation de l'IVG en 75. C'était de dire bah regardez, il y a des femmes qui meurent d'avortements clandestins parce que c'est pas légal et donc elles le font dans de mauvaises conditions. Donc rendons l'avortement légal pour que ça soit sécurisé pour les femmes qui risquent de mettre leur vie en danger. Ce que je répondrais à ça, c'est que si quelqu'un s'apprête à commettre un meurtre, l'État n'a pas à l'aider à rendre ce meurtre sécurisé. On ne Mhm. doit pas légaliser un crime pour que cela soit plus sécurisé pour celui qui s'apprête à commettre le crime. Par exemple, un exemple frappant là-dessus, c'est l'excision, donc la mutilation génitale féminine, est pratiquée de manière clandestine aujourd'hui en France. Il y a des gens qui pensent que c'est acceptable de pratiquer l'excision, donc mutiler des jeunes filles en France, et comme c'est illégal selon la loi, eh ben, ils le font de manière clandestine. Est-ce que ça veut dire qu'on devrait légaliser dans la loi la mutilation génitale féminine pour que rendre ça plus sécurisé? Bah non, ça serait absurde de vouloir légaliser une pratique Mhm. qui heurte la dignité humaine. Donc c'est pareil pour l'avortement. Si l'avortement est un meurtre, eh ben on ne doit pas rendre le meurtre légal pour que ce meurtre soit sécurisé. Et d'ailleurs, j'ajouterais qu'on ne peut pas dire qu'une pratique est sécurisée si la moitié des gens qui y prennent part finissent par mourir. Et si on te disait, être contre l'avortement, c'est une opinion purement religieuse. Alors, je dirais que ici, non, pas du tout. Il n'y a pas besoin d'être chrétien, d'être catho, de croire en la Bible ou au Coran ou quoi que ce soit pour comprendre que tuer directement et volontairement un être humain innocent, c'est quelque chose d'immoral qui devrait être illégal. Le Mhm. meurtre doit être illégal. Il n'y a pas besoin d'être religieux pour comprendre ça. Mhm. Même une personne non religieuse peut dire oui, je m'oppose au meurtre. Je m'oppose par exemple à l'infanticide. Mais si on s'oppose au fait de tuer un bébé après sa naissance, pourquoi est-ce qu'on légitimerait le fait de le tuer avant? Moi, je soutiens qu'il n'y a pas de différence significative entre le statut moral du fœtus, qui est un être humain, à un stade plus précoce de son développement, et le nouveau-né. Il n'y a que 4 différences entre le fœtus et le nouveau-né. La taille, le niveau de développement, l'environnement et le degré de dépendance. Et moi, ce que je soutiens, c'est qu'aucune de ces 4 différences ne Mhm. justifie de traiter moins dignement
l'enfant à naître que le nouveau-né. Et donc, il n'y a pas besoin d'être religieux, d'être chrétien pour être d'accord avec ça, pour être d'accord avec le fait que l'homicide à l'égard d'un être humain innocent doit être illégal. Et j'ajoute d'ailleurs qu'il y a plein d'athées aux États-Unis, par Mhm. exemple, qui s'opposent à l'avortement. Il y a une association qui s'appelle Secular Pro-Life, qui sont une Mhm. association d'athées qui s'oppose à l'avortement. Et il y avait cette fameuse phrase de Bernard Nathanson, qui était un ancien médecin qui pratiquait des avortements. Et donc, ce qu'il soutenait, lui, c'est que l'avortement était gravement immoral, parce que quand il a appris ce que faisait l'avortement à l'enfant en voyant les techniques d'ultrasons dans les années 70, eh ben, il s'est dit, mais en fait, comment est-ce qu'on peut garder ça légal alors qu'il n'était même pas Mhm. croyant? Et donc, il nous dit dans son livre, dans le cas de l'avortement, nous devons décider si nous devons l'interdire en se fondant sur les données biologiques et sur les fondamentaux humanistes, sans faire appel à la Bible, au credo ou au décret hiérarchique, ni même Dieu. Même si Dieu n'existe pas, le fœtus, lui, existe. Donc voilà, ça c'est un athée qui s'oppose à l'avortement. Et j'ajoute, dans le livre, je cite une dame pro-LGBT, donc qui est favorable à l'homosexualité, le transsexualisme et tout, qui est aussi pro-vie, qui s'oppose aussi à l'avortement. Et elle nous dit, le meurtre injuste des enfants à naître est une violation de nos valeurs progressistes d'égalité, de non-violence et de non-discrimination. Les gens n'ont pas besoin de croire en la Bible ou d'être conservateurs pour être pro-vie. La Mhm. position pro-vie est soutenue par la science et par la raison, tandis que la position pro-avortement est anti-progressiste et discriminatoire. Fin de citation. Vous voyez, pas Mhm. besoin d'être un gros catho ou un gros chrétien conservateur pour s'opposer à l'avortement. Il y a même des gens pro-LGBT, athées, tout ça, qui s'opposent aussi à l'avortement parce qu'ils voient que l'avortement est un homicide. Oui, c'est une opinion sur la moralité, c'est pas une opinion religieuse, c'est une opinion sur la Ouais. moralité. Je pense qu'on veut tous vivre dans une société où on a une moralité où le meurtre est simplement interdit. Et si on te dit il ne faut pas juger, on ne doit pas imposer son point de vue. Moi, je suis d'accord pour dire qu'on n'est pas là pour juger le cœur des personnes, que ça n'appartient qu'à Dieu, du point de vue chrétien, hein. Mais donc, je ne serais pas en train de dire, toi, tu es une mauvaise personne parce que tu as fait ça dans ton passé, c'est Mhm. gravement immoral et je te condamne pour ça. Je suis personne pour faire ça, parce que moi aussi, j'ai fait des choses pas bien que je regrette dans ma vie. Et je pense que voilà, on n'a pas à juger les personnes, en tout cas les personnes qui regrettent leurs actes passés. Par contre, on peut juger un acte en tant que tel. Mhm. On peut dire le viol en tant que tel est immoral. L'homicide en tant que tel est immoral. La pédophilie en tant que tel est immorale. Donc on peut juger, porter un jugement sur des actes. Et moi, ce que je fais, dans mon livre, c'est que je pose un jugement moral, philosophique sur l'acte d'avorter en tant que tel. Je me prononce pas sur les intentions des personnes, parfois des pauvres femmes enceintes qui ont eu recours à l'avortement parce qu'elles ont été poussées par leur Mhm. petite amie, par leur famille ou des choses comme ça. Évidemment, ces femmes-là, qu'elles sont pas aussi responsables que leur famille ou le petit ami qui les a poussés à faire cet acte. Donc voilà, je suis personne pour juger ces femmes. Oui, c'est ça, on juge les actes, pas les personnes. Et si on te dit si vous n'avez pas d'utérus, vous n'avez pas le droit d'avoir un avis. Alors ça, c'est assez ridicule parce que s'il fallait avoir un utérus pour se prononcer sur l'avortement, alors la loi Veil n'aurait jamais dû être passée parce que ceux qui l'ont voté étaient des hommes, ils n'avaient pas d'utérus. Donc ce Mhm. critère serait autodestructeur pour la position pro-choix si on prenait pas d'utérus, pas d'avis comme critère. Donc ce que veulent dire en général les gens qui disent ça, c'est que toi Mathieu, t'es un homme, donc tu seras jamais concerné par la question de l'avortement, donc finalement tu peux pas te prononcer contre. Ça va pas te concerner, tu seras jamais touché par ça. Ce à quoi je réponds, on peut tout à fait se prononcer sur des sujets qui ne nous concernent pas directement. Par exemple, je ne suis pas noir, je ne serai jamais victime de l'esclavage, et je peux me prononcer contre l'esclavage des noirs. Mhm. Je suis pas une femme, j'ai pas d'utérus, pourtant je peux me prononcer contre le viol des femmes, même si je serai jamais concerné dans mon être personnel. Je peux me prononcer aussi contre les bombardements qui ont eu lieu sur Hiroshima et Nagasaki, même si je suis pas japonais et que ces bombardements ont eu lieu 50 ans avant ma naissance. Je suis pas concerné et pourtant je peux me prononcer contre du point de vue moral. Il n'y a pas besoin d'être directement concerné par un Mhm. acte pour dire de facto cet acte est immoral. Donc voilà, je dirais que dans le débat sur l'avortement, ce sont les arguments qui ont de l'importance, pas Mhm. les organes de ceux qui présentent les arguments. Donc le fait que j'ai pas un utérus, ça n'affecte Mhm. en rien la puissance de mon argument. Et j'ajouterais que ça serait sexiste
de Ouais. discriminer mon argument parce que je suis un homme. Est-ce que si je donne un argument et que cet argument est répété par une femme, le même argument, est-ce que d'un seul coup il deviendrait soudainement plus Mmh. fort parce que c'est une femme qui l'a répété? Bah non, ça serait Ouais, sexiste de dire ça. Donc pas ouais. d'utérus, pas d'avis, c'est juste nul intellectuellement comme argument. C'est discriminatoire, oui. Et puis aussi, je pense que pour concevoir un enfant, évidemment, il faut un homme et une femme. Donc, on est tous concernés aussi. Si jamais on imaginait un monde où c'était les hommes qui portaient l'enfant et qui donnaient naissance, et que mon mari me disait, on est tombé enceinte, mais je veux avorter, j'espère quand même que j'aurai mon avis à donner là-dessus. Et je pense pas que c'est seulement la femme qui peut donner son avis. On est tous concernés. Il faut un homme et une femme pour concevoir un enfant. Et donc je pense qu'on est tous concernés et comme tu l'as dit aussi, d'exclure les hommes de ce débat, ce serait simplement discriminatoire. Donc je pense pas que ce soit un argument valable. Et le dixième argument serait, et dans le cas de viol. Non, le cas de viol, c'est un cas particulier qui revient souvent. Les gens disent, oui, mais vous êtes contre l'avortement, mais alors, qu'en est-il du cas de viol? Vous allez forcer une femme enceinte à garder l'enfant jusqu'à la naissance? C'est assez horrible de dire ça. Alors ici, je réponds deux choses. Premièrement, est-ce que vous savez quel est le pourcentage d'avortements qui concerne le viol? En réalité, c'est que 1% des cas. Donc 99% des cas, les avortements ne sont pas liés à des viols, d'accord? Et ça, ces chiffres, je les tiens de l'Institut Guttmacher, qui est un institut pro-avortement, donc qui eux-mêmes reconnaissent que le Mhm. viol, c'est que 1% des cas. Donc la question que je pose, c'est est-ce que déjà, premièrement, vous seriez pour abolir l'avortement dans tous les autres cas que le viol, c'est-à-dire dans Mhm. 99% des cas? Et en général, les gens disent, bah non, 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 il faut que l'avortement soit plus accessible que ça. Donc, je leur dis, bah oui, mais alors, faut que vous arrêtez de vous focaliser sur ce cas particulier du viol si vous êtes pour l'avortement, même en dehors du cas de viol. C'est peut-être pas Mhm. du hors-sujet. Donc, bah voilà ce que je réponds. Après, il peut y arriver, c'est déjà arrivé, que certains disent, OK, je suis contre l'avortement, sauf en cas de viol. Et alors là, je réponds ici en disant, mais si vous êtes contre l'avortement, ça veut dire que vous reconnaissez que l'avortement tue délibérément un être humain innocent. Donc vous êtes en train de dire que dans certaines circonstances, c'est moralement acceptable de tuer un être humain innocent quand cette personne a été conçue par viol. Moi, je pense pas qu'on puisse discriminer du droit à la vie certaines personnes en fonction de la manière dont elles ont été Mhm. conçues. Donc je pense que même si le viol est vraiment quelque chose d'horrible et d'atroce vis-à-vis de la femme, on ne doit pas rajouter un crime à un crime qu'on a subi soi-même. C'est pas parce que moi, quelqu'un a commis un crime à mon égard que j'ai le droit moi-même de commettre un autre crime et de commettre un homicide. Mhm. Donc je dirais que la chose suivante, si on ne donne pas la peine de mort au violeur qui est coupable, pourquoi est-ce qu'on donnerait la peine de mort à l'enfant Mhm. qui est innocent? Mhm. Je laisserai les C'est prochains ça. méditer sur ce. Oui, c'est dans un cas de viol, la personne qui doit être condamnée, c'est le violeur. C'est pas l'enfant innocent qui a été conçu par ce viol, oui. Oui. Et onzième argument est dans le cas du handicap. Alors le handicap, je dirais que bah effectivement c'est une épreuve qui est tragique pour la famille d'avoir un enfant handicapé, c'est pas facile. Mais je dirais, je poserais la question, est-ce que vous seriez prêt à tuer un nouveau-né ou un enfant de 2 ans parce qu'il est handicapé, parce qu'il est trisomique par exemple? Mhm. Et les gens normalement, s'ils sont un peu sains d'esprit, ils diront bah non non non, on peut pas tuer un enfant après sa naissance parce qu'il est handicapé. Ça serait horrible de dire ça. Et ben je dirais oui, mais si l'enfant en dehors du ventre a autant de valeur que Mhm. l'être humain prénatal, comme les deux sont des êtres humains et que tous les êtres humains ont le même droit à la vie inaliénable, et bien de Mhm. la même manière qu'on tuerait pas un nouveau-né parce qu'il est handicapé, on ne devrait pas tuer l'enfant dans le ventre de sa mère parce qu'il est handicapé. Est-ce que c'est le cas en France qu'un enfant handicapé peut être avorté jusqu'au neuvième mois? Alors c'est le cas pour les pathologies considérées comme graves et incurables. Ils appellent ça IMG, ce qui est un peu ridicule, hein, parce que ça, ils disent que c'est une interruption médicale de grossesse en opposition à interruption volontaire de grossesse. Mais je suis désolé, quand on va tuer son enfant enfin, trisomique à cause de son handicap, Mhm. c'est bien un acte volontaire. On veut que cet enfant meure pour justement ne pas avoir à emporter la charge. Donc dire que c'est pas volontaire et d'enlever l'acronyme V dans Mhm. IMG, c'est C'est un un peu avortement malhonnête quand parce même, en que fait, oui. ouais, quand on va tuer son enfant trisomique, on a la volonté qu'il n'existe plus. Donc bref, c'est légal en France jusqu'à la naissance, jusqu'à terme, de tuer son enfant trisomique. Il y a 96% des enfants trisomiques Ouf. en France qui sont avortés, donc c'est de l'eugénisme. Et ceux qui les gardent, parmi les 4%, bah, c'est globalement que des couples catholiques ou chrétiens. Donc je dirais que voilà, les enfants trisomiques sont Mhm. aujourd'hui gravement discriminés en France dans le ventre de leur mère. Le douzième argument, c'est dans certains cas, l'avortement est nécessaire pour sauver la vie ou la santé de la mère. Ici, il faut bien distinguer l'avortement, qui est la mise à mort directe intentionnelle d'un innocent, et une opération pour sauver la mère, qui aura malheureusement pour conséquence secondaire non voulue
la mort de l'enfant. Donc, ce qui se passe quand, par exemple, il y a une grossesse extra-utérine et que l'enfant grandit en dehors de l'utérus, donc par exemple dans les trompes de Fallope, et que si on laisse l'enfant grandir, il va faire éclater la trompe de Fallope et ça va tuer la mère. Donc là, le médecin, il est obligé d'intervenir pour sauver la mère. Il fait une action pour sauver la mère en coupant les trompes de Fallope, par exemple, ou en retirant l'embryon. Donc, ce qu'on appelle une salpingectomie ou une salpingotomie. Et donc, il sauve la mère. Et malheureusement, il voit qu'une conséquence secondaire non voulue, ça résultera dans la mort de l'enfant. Mais comme on n'a pas les moyens technologiques disponibles Mhm. actuellement pour faire survivre un embryon de petite taille en dehors du ventre, malheureusement, on voit qu'il va finir par mourir. Mais sa mort, elle n'est pas voulue, elle n'est pas intentionnelle, elle n'est pas voulue comme fin ni comme moyen. Donc ce n'est pas un avortement direct. D'accord, donc en gros, oui, dans certains cas très rares, c'est nécessaire Oui. pour Et sauver la quand vie l'enfant est de la viable, mère. quand l'enfant est viable, il faut tenter par contre un accouchement par césarienne. Même s'il Mhm. y a peu de chances que l'enfant survive, au moins on aura tenté. Et donc, Mhm. quand l'enfant est Ouais, viable, on tente un accouchement par césarienne. Quand l'enfant n'est pas viable, eh ben, c'est le cas des grossesses extra-utérines, on fait une salpingectomie ou une salpingotomie. d'accord. Et aujourd'hui, de nos jours, la viabilité, c'est à 21 semaines, c'est ça? Alors le record du monde pour la viabilité, c'est entre 20 et 21 semaines. Ça a été le cas en Oregon au début des années 2000, mais en France, la viabilité est toujours maintenue à 24 semaines. Donc en gros, D'accord. il réanime pas l'enfant s'il a moins de 24 semaines en général. Et dernier argument, vous n'êtes pas pro-vie si vous êtes pour la peine de mort. Alors oui, ça c'est ceux qui objectent en disant, ben, vous les pro-vie, vous êtes hypocrites parce que vous dites pro-vie et certains d'entre vous défendent la peine de mort. Donc je réponds en deux étapes. Première étape, c'est pas vrai que tous les pro-vie ou tous les opposants à l'avortement défendent la peine de mort. Moi je connais plein de gens, j'ai plein d'amis qui sont contre l'avortement et contre la peine de mort pour les criminels. Mhm. Donc je dirais que en revanche, c'est pas incohérent intellectuellement de se dire contre l'avortement, de se dire anti-avortement et de se dire pour la peine de mort dans certains cas pour les grands criminels. Mhm. Euh, D'ailleurs, le terme pro-vie, en fait, pour être précis, il faudrait dire pro-vie innocente. Parce que dans Mhm. le cas de la peine de mort, eh ben, en fait, c'est pas un innocent qu'on tue en général. Si l'identité du coupable est bien déterminée, c'est un grand criminel qui a commis des crimes atroces. Donc, je fais pas le dessin, mais meurtre à répétition, viol, torture d'enfants, tout ça. Ce sont des grands, grands criminels. C'est pas du tout Mhm. pareil de dire que certains grands criminels ont commis des crimes si graves que pour le bien commun de la société, ils méritent d'être mis à mort par une peine de mort au niveau de l'État, et de dire Mhm. que on a le droit de tuer directement et délibérément un être humain innocent. C'est la Mhm. notion d'innocence ici qui est très importante. On tue pas l'innocent, on tue jamais l'innocent. Et donc voilà, il peut y avoir un débat entre les pro-vie sur est-ce que quand quelqu'un est gravement coupable de certains crimes, est-ce qu'on légitime ou pas la peine capitale au niveau de l'État. Ça, mais c'est un Mhm. débat distinct de celui de l'avortement. Les pro-vie peuvent être en désaccord sur cette question parce que c'est juste un autre débat. Ouais. Et quand les gens sont pour la peine de mort, ils sont jamais pour la peine de mort d'une personne innocente. C'est forcément des gens qui sont Oui, coupables qui c'est vont ça. subir ça. Alors, Ouais. ce qui est incohérent en revanche, c'est de dire je suis contre la peine de mort pour les criminels, comme Robert Mhm. Badinter qui a voulu abolir la peine de mort en 81. Je suis contre la peine de mort pour les criminels. Par contre, je défends la peine de mort pour Mhm. les innocents dans le ventre de leur mère. Ça, c'est vraiment le summum de l'injustice, de tuer les innocents et de préserver en vie les criminels. Mhm. Donc, s'il y a une incohérence intellectuelle, c'est plutôt à ce niveau-là que dans l'autre Ouais. sens. Et encore, ça n'a rien de religieux, c'est juste être pro-vie innocente, comme tu as dit, oui. Alors, merci beaucoup, Mathieu, et merci à tous d'avoir regardé. Encore un grand merci, Mathieu, vraiment pour toutes ces réponses pertinentes. Et si vous voulez en savoir plus sur le sujet, je vous conseille de lire le livre de Mathieu, La raison est pro-vie, et aussi de regarder sa chaîne YouTube. Mathieu, tu as écrit plusieurs livres. Est-ce que tu pourrais nous les présenter en quelques mots? Oui, alors, donc ça, ce livre dont on a parlé un peu aujourd'hui, c'est La raison est pro-vie, arguments non religieux pour un débat des passionnés. Donc, encore une fois, il se fonde que sur la science et sur la philosophie. Il fait pas d'appel à l'autorité religieuse, même si à la fin, j'ai un chapitre pour dire qu'est-ce que dit la foi chrétienne sur l'avortement. Mais ça, c'est juste à part, c'est en annexe pour ceux qui veulent s'y intéresser. Voilà, donc ça, c'est un manuel qui vous donnera plein de réponses intellectuelles à apporter à tous ceux qui défendent l'avortement. Donc, ça, c'était mon dernier livre. Sinon, avant ça, j'ai écrit plusieurs livres. J'ai écrit un livre de réponse à Michel Onfray. Michel Onfray, qui est connu en France pour avoir défendu la thèse mythiste, d'où mon titre Non, le Christ n'est pas un mythe.
Libre réponse à Michel Onfray. L'idée, c'était de montrer que historiquement, c'était indéniable de dire que Jésus n'avait pas existé. Et donc, je m'appuie sur les travaux des historiens spécialistes sur la question, même des historiens qui sont pas croyants, qui n'ont pas la foi, mais qui reconnaissent l'évidence historique. Et je défends la fiabilité des évangiles du Nouveau Testament par rapport aux attaques que fait Michel Onfray sur Jésus, sur Saint Paul, etc. Et après, je réponds aux attaques historiques qu'il fait à l'égard du christianisme sur les sortes de périodes noires, obscures, où il y a pas mal de mythes aussi et de contre-vérités historiques qui sont déployés. Donc voilà, ça c'est un petit livre d'apologétique pour ceux qui s'intéressent à la défense de la fiabilité de la révélation chrétienne. Un autre, mon premier livre que j'ai sorti, donc ça c'est plutôt, je suis plus connu pour celui-là. Donc ça c'est un gros livre, hein, version longue. Soyez rationnel, devenez catholique. Donc l'idée de ce livre, c'est de montrer que aujourd'hui les gens disent que la foi, avoir la foi, c'est quelque chose d'irrationnel, et que être chrétien, c'est un peu être quelqu'un d'illuminé, tout ça. Et le but de ce livre, c'était de dire, bah non, regardez, il y a de très bons arguments en faveur de la vérité de la foi chrétienne. Dans la première partie, je donne des arguments en faveur de l'existence de Dieu, fondés sur la philosophie. Comment est-ce qu'on montre qu'il y a un Dieu créateur par la raison seule? Donc, je reprends un peu des arguments de saint Thomas d'Aquin, Leibniz, des grands philosophes dans l'histoire, pour établir qu'il y a un Dieu créateur. Dans un deuxième temps, j'essaie de montrer que ce Dieu dont on a établi l'existence s'est révélé de manière décisive en la personne de Jésus-Christ, que les évangiles sont fiables historiquement, que voilà, qu'il y a de bons arguments en faveur de la divinité du Christ et sa résurrection, de bons arguments en faveur des prophéties aussi, et qu'il y a beaucoup de miracles qui confirment la foi chrétienne aujourd'hui, le linceul de Turin, les miracles eucharistiques, les choses comme ça. Et à la fin, j'ai une partie sur le catholicisme, donc voilà, de dire qu'une fois qu'on a admis que Jésus est Dieu et qu'il est ressuscité, de voir que Jésus historiquement a voulu fonder une église. Et moi, dans le livre, j'argumente que cette église que Jésus a fondée, c'est l'église catholique qui subsiste jusqu'à aujourd'hui. Donc je pense que même pour les protestants qui seraient pas forcément d'accord avec cette troisième partie, ils pourront au moins être d'accord et adhérer à 100% des deux premières parties, à savoir plus de deux tiers du livre. Donc, même si vous êtes protestant, ça pourrait vous intéresser de lire ce livre. Voilà. Merci beaucoup, Mathieu. Alors, on espère que cette conversation a encouragé la réflexion et le dialogue respectueux et constructif. Si vous avez des objections auxquelles Mathieu n'a pas répondu, laissez-les dans les commentaires. Et merci à tous. À bientôt. Au Merci à revoir. tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'aimerais en faire beaucoup d'autres. Pour me le permettre, j'ai besoin de vos likes, de vos commentaires, de vos abonnements. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi me soutenir en rejoignant ma communauté Patreon. Alors merci et à bientôt.